Zakweli, l'entretien de la matinale. Et ce matin, nous recevons Gilles Albou, le recteur de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Depuis la rentrée, et même depuis votre arrivée à Mayotte, on vous voit très actif. Les associations de parents d'élèves et également les syndicats, là, vous vous donnez à fond. Alors, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour Mayotte? Rattraper le retard ou éviter qu'il y ait plus de retard? Les deux à la fois. Évidemment, on doit être, comme vous le dites, sur tous les fronts, parce que nous avons effectivement du retard. Et puis nous devons aussi préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est préparer les nouvelles réformes qui sont mises en place par notre ministre, et on pourra en reparler. Préparer l'avenir, c'est aussi se mettre au niveau en termes de construction scolaire, et puis aussi en termes d'encadrement. Alors, mais dans ce cadre-là, il n'empêche que les parents et les syndicats montrent une certaine lassitude, demandent plus et vous rappellent constamment qu'il y a eu également des réformes qui n'ont pas marché à Mayotte. Alors, comment faire? Est-ce que vous entendez ces voix qui n'arrêtent pas de vous dire de faire les choses plus vite ou différemment? Alors, la lassitude, on peut la comprendre, mais c'est pas mon état d'esprit. Il faut être combatif. Et d'ailleurs, vous le soulignez, les parents, les organisations syndicales aujourd'hui font preuve d'une grande responsabilité. Je peux dire que, alors ça peut être étrange de le dire, mais comme recteur, nous avons vraiment beaucoup de chance d'avoir des organisations syndicales exigeantes mais responsables et des parents exigeants mais responsables. Et ça nous permet aussi ce travail très constructif qu'on mène avec les organisations syndicales et les parents. Alors, ils sont exigeants. Moi, je ne trouve pas qu'ils sont là, je ne trouve pas qu'ils sont fatigués. Je trouve que, justement, comme vous le dites, ils sont combatifs. Et donc, on doit être sur tous les fronts pour faire en sorte que quand il y a, je dis souvent, des trous dans la raquette et qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut le dire. Et au-delà juste des mots, il faut agir. Et c'est pour ça, vous le disiez, on est sur tous les fronts. Il y a quelques fronts, parce que globalement, quand même, les choses avancent, les choses progressent. Et il y a des endroits où il y a des problèmes, et nous ne le cachons pas. Et ces problèmes, nous les résolvons. Et puis, j'étais hier avec mes cadres. Et puis, il faut aussi de temps en temps sortir la tête du guidon, et puis commencer à regarder l'avenir et penser à des grands projets structurants, pour l'éducation nationale. Vous dites, il y a des réformes qui n'ont pas marché, on peut en parler, mais surtout, justement, il faut qu'on se donne du temps, il faut qu'on se donne les moyens pour engager des grandes réformes et engager des grands projets structurants pour Mayotte. En même temps qu'on répare les petites choses, il faut aussi penser les grandes choses. Vous allez dire, monsieur le préfet, monsieur le recteur, monsieur le recteur, nous avons reçu ici monsieur Rivo Rakotomalala, qui est donc secrétaire général de SNUPP, qui nous rappelait un peu la difficulté du REP à Mayotte, REP+, ou REP++, etc., qu'il n'y a pas les moyens d'un vrai REP, ce qu'on entend par REP, que ce soit à La Réunion ailleurs, est beaucoup plus étoffé, beaucoup plus fourni, avec beaucoup plus de moyens qu'ici à Mayotte. Alors, vous avez raison de dire qu'il y a encore du chemin à faire. Et là, je pense que tout le monde va s'accorder là-dessus. Après, Mayotte, tout le territoire de Mayotte est en réseau d'éducation prioritaire. L'autre jour, j'étais devant les maires et je rappelais que chaque jour d'école, l'État investit à Mayotte 2 millions d'euros. C'est considérable, 2 millions d'euros chaque jour investis pour l'école. Ce qui veut dire, si on regarde là aussi les chiffres, c'est par élève, alors que la moyenne nationale est aux alentours de 3 750 euros pour le premier degré. À Mayotte, c'est 1 000 euros de plus. Et c'est 1 000 euros de plus parce que, vous le savez, à Mayotte, comme dans beaucoup de territoires d'outre-mer, on rémunère mieux les enseignants, donc ça coûte plus cher. Et aussi à Mayotte parce qu'on est en éducation prioritaire. Et ce que nous avons vu à cette rentrée, et ça c'est important de le souligner, c'est que Mayotte rattrape effectivement les autres territoires d'outre-mer qui, pour beaucoup, sont en éducation prioritaire. Alors, certains sont mieux dotés que d'autres. Alors, je ne veux pas les stigmatiser, c'est notamment nos amis des Antilles. Ils sont mieux dotés parce qu'ils ont de moins en moins d'élèves.
Alors, comme ils ont de moins en moins d'élèves, il y a de plus en plus de moyens par élève. Nous, avec la Guyane, nous sommes une académie où il y a chaque année un peu plus d'élèves. Et donc, chaque année, il faut en même temps rattraper le retard sur l'encadrement et en même temps mettre plus de moyens parce que chaque année, nous voulons scolariser plus d'élèves. Donc, on a un double retard à rattraper, c'est vrai. On le rattrape, et ça, je pense que toutes les organisations syndicales peuvent en témoigner et peuvent s'en accorder. Certains diront pas assez vite, peut-être, mais en tout cas, il faut reconnaître que les moyens arrivent et les moyens sont là. Et puis, quand on dit plus de moyens, ça veut dire évidemment plus d'enseignants. Et puis, ces enseignants, il faut les former. Et vous savez que depuis quelque temps, nous formons les professeurs des écoles au centre universitaire. Nous les recrutons à Bac+3, qui est une bonne chose, puisque nous avons des fonctionnaires stagiaires dès le Bac+4, contrairement à ce qui se passe dans d'autres académies. Et chaque année, nous formons les futurs professeurs des écoles. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, en former des milliers et des milliers. C'est aussi important d'avoir devant les élèves des enseignants bien formés. Donc tout ça va prendre quelques années, pas des dizaines et des dizaines d'années, mais quelques années. Alors, à chaque fois qu'il y a une fermeture de classe ou d'école ici à Mayotte, on a l'impression que c'est un échec personnel pour vous, Oui. Mais il existe pourtant des raisons pour ces fermetures, par exemple des raisons sanitaires, des raisons d'hygiène, de contestation sociale, d'événements imprévus. Pas plus tard qu'avant-hier, c'est le maire de Tingoni qui a dû fermer des écoles. On le comprend. Voilà. Donc vous comprenez cela, mais alors il y a... à Tingoni, voilà, à Tingoni, on peut le comprendre. On ne va pas mettre nos élèves en danger alors que la rue est à feu et à sang. Et donc, on peut comprendre, évidemment, et vous le rappeliez, compte tenu des émeutes et des violences urbaines qu'on voit à Tingoni, qu'on ferme les écoles. Après, quand vous dites, dans d'autres cas, effectivement, c'est un échec collectif. De ne pas arriver à ouvrir des écoles le jour de la rentrée parce que les locaux ne sont pas prêts, ça nous fait mal au cœur. Oui, c'est vrai, ça nous fait mal au cœur. Et donc, nous avons passé une grande partie de l'été, nous, Éducation nationale, à accompagner les maires pour que les écoles, les salles de classe soient prêtes. On est allé au-delà de nos responsabilités, puisque vous savez que c'est quand même de la responsabilité des maires d'entretenir les locaux, de faire les travaux de rénovation. Nous les avons accompagnés parce que, évidemment, c'est de l'intérêt de tous d'être prêts le jour de la rentrée. Et le jour de la rentrée, quelques salles de classe n'étaient pas prêtes, quelques salles de classe n'étaient pas nettoyées. On a fait en sorte, en travaillant là aussi avec les maires, que ces ouvertures prennent le moins de temps possible. Et vous parliez de Tingoni, oui, ça nous a fait mal au cœur de voir que cette commune qui a tant besoin de scolariser ses élèves soit en gros celle qui était le plus en retard dans l'ouverture des écoles à la rentrée. Ça nous a fait mal au cœur, oui. Monsieur le recteur, la loi, qui veut que, ou la proposition de scolariser les enfants à partir de 3 ans, on a du mal à l'appliquer ici à Mayotte. Oui. Et en Guyane aussi. Hein. Oui. Maintenant, c'est normal, on regarde là où il y a mieux. Donc, et vous avez raison. Comment vous comptez vous y prendre? Alors, d'abord, vous avez raison, il faut toujours regarder là où il y a mieux. Et c'est dans cet objectif que nous travaillons évidemment au rectorat. Et les Mahorais ont choisi d'être département. Ils ont voulu une académie de plein exercice, un rectorat de plein exercice. Et évidemment, nous, ce que nous travaillons à mettre en place, c'est des conditions de scolarisation qui, dans quelques années, seront équivalentes à celles qu'on trouve dans n'importe quel territoire de la métropole. Vous savez, c'est notre volonté. Alors, évidemment, du jour au lendemain, on ne va pas réussir à scolariser tous les élèves entre 3 et 6 ans, hein, puisque nous parlons de ça, alors qu'il y a encore quelques années, on ne connaissait pas la maternelle à Mayotte. Hein, donc, il y a un grand retard à combler, c'est vrai, et nous le comblons de manière très volontariste. Je vais vous donner des ordres de grandeur. L'an dernier, nous avions prévu de scolariser 500 élèves de plus dans le primaire. Et nous avions mis les moyens pour ça. Nous avions anticipé 500 élèves de plus dans le primaire. À la fin, au constat de rentrée que nous faisons en octobre, nous n'en avons vu que 200. Pourquoi ? Parce que certaines mairies, et je ne vais pas dire lesquelles, n'inscrivaient pas les élèves et bloquaient les inscriptions. Cette année, et on peut s'en réjouir, ça a été l'effet inverse. 500 l'an dernier de prévu, on n'en a eu que 200. Cette année, toujours de manière volontariste, nous en avons prévu 750 de plus.
Et on verra les constats de rentrée, mais il est fort probable qu'au lieu de 750 de plus, on en ait peut-être 1500 de plus. Parce que les mairies ont changé leur pratique, ont inscrit massivement les élèves en maternelle. Et donc, évidemment, nous, derrière, eh bien, nous devons faire des ajustements. Je regarde souvent les reportages de Mayotte la Première, et je voyais dans une commune du Sud où des parents étaient fortement mobilisés, rappelez-vous, parce qu'il y avait cette classe à 3 niveaux avec 33 élèves. Évidemment que quelques jours avant la rentrée, si nous avions su qu'il y aurait 33 élèves dans cette classe, nous aurons tout de suite dédoublé cette classe. Mhm. Alors que les parents s'agitent pour avoir tout de suite les moyens supplémentaires, on peut les comprendre. Et je tiens à préciser que dans ce cas-là, parce que beaucoup de choses ont été dites sur cette classe, dans ce cas-là, d'abord, il y avait un maître en plus qui était mobilisé pour gérer cette classe avec l'enseignant. Et dès le samedi, donc 4 jours après la rentrée, nous avions pris la décision d'ouvrir une classe supplémentaire et de mettre un poste supplémentaire. Et je tiens à le dire, parce que vous dites on est sur tous les fronts, on est souvent sur les endroits où il y a des problèmes, bien avant qu'il y ait les médias. Voilà. Et dans ce cas-là, comme dans d'autres, on pourrait parler de Combani, où on a mis aussi des postes en plus. Nos inspecteurs, nos conseillers pédagogiques, les directeurs d'école nous font remonter à chaque fois les problèmes et évidemment, nous réagissons le plus rapidement possible pour ouvrir des postes. Alors, on ouvre le poste. Ensuite, il faut évidemment qu'on recrute la personne et ensuite, évidemment, que la personne arrive et soit bien affectée. Des fois, ça prend quelques jours. Et moi, le message que je passe ici, c'est aussi, il faut que les parents comprennent que du jour au lendemain, on ne peut pas avoir un enseignant qui arrive et qui prenne une classe. Ça prend quelques jours, je demande à tout le monde. Là aussi, un peu de mesure, un peu de modération. Alors, je reviens sur les fermetures de classes pour raisons sanitaires. On Oui. sait qu'au niveau de toutes les académies en France, lorsqu'il y a des cas de Covid, certains établissements sont fermés pour cela. Ici à Mayotte, on ne comprend pas trop et les parents s'interrogent sur le pourquoi il y a des cas Covid parfois et on ne ferme pas. Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les académies? Et par ailleurs, beaucoup de parents expriment leur incompréhension sur le fait d'envoyer quand même les enfants à l'école lorsqu'il y a des coupures d'eau dans certaines écoles au-delà de 8 heures, donc pas de lavage de mains possible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui. déjà les On- cas, on- pourquoi est-ce qu'on peut On va fermer et répondre pourquoi aux on deux. ne ferme pas? Alors, vous vous souvenez, hein, vous avez entendu le ministre qui communique justement sur les fermetures de classes et fermetures d'écoles. Je Mhm. crois qu'actuellement, hein, sur le territoire de la République, on doit avoir peut-être une vingtaine ou 25 écoles, établissements fermés. Nous avons eu à Mayotte, à un moment aussi, une école qui a fermé ponctuellement et nous avons, je crois, en ce moment, quelques classes qui sont fermées. Donc, il n'y a pas de traitement particulier à Mayotte par rapport au reste de la métropole. Il y a pas, on ne dit pas, dès qu'il y a un cas Covid dans Mhm. un établissement, on ferme. Par contre, on l'analyse. Et d'ailleurs, on a travaillé avec les organisations syndicales à un protocole d'extrême prudence et qui dit, si on a le moindre doute, évidemment, on ferme. Maintenant, vous savez que dans les établissements, nous avons mis en place un protocole sanitaire, et notamment avec le port du masque, à partir de 11 ans chez les élèves, pour tous les personnels. Et si tout le monde porte le masque, a priori, le virus ne circule pas, puisque sinon, on n'obligerait pas tout le monde à porter le masque. Par contre, il se peut qu'à certains moments, on ait des doutes. On se dise, bon, mais dans ce cas-là, peut-être qu'à tel moment de la journée, les uns les autres n'ont pas forcément respecté les gestes barrières. Et s'il y a le moindre doute, évidemment, là, on ferme. On attend aussi le diagnostic de l'ARS. Nous ne faisons évidemment rien sans consulter l'ARS qui nous donne un avis. Alors, souvent, l'avis est très simple. On a un cas isolé qui a été tout de suite mis en quatorzaine, isolé chez lui. Et l'ARS dit qu'il n'y a pas de risque de diffusion du virus dans l'établissement compte tenu de toutes les mesures qui ont été prises. Dans certains cas, et c'était le cas hier, on m'interroge, le chef d'établissement dit, bon, par mesure de précaution, peut-être faudrait-il fermer cette classe aujourd'hui. Nous avons évidemment fermé la classe aujourd'hui. Il est probable que dans la journée, l'ARS nous dise, eh bien, en fait,
on n'avait pas besoin de fermer cette classe parce que toutes les mesures avaient été prises et donc cette classe retrouvera le chemin de l'école lundi. Voilà comment nous travaillons. Sur la question de l'eau, c'est une question très pertinente. Évidemment, nous allons avoir des coupures d'eau. D'abord, nous avons énormément travaillé avec la SMEAM pour identifier nos écoles et pour épargner nos écoles et nos établissements. Alors, ça veut dire que sur les réseaux et sur les lignes sur lesquelles il y a des écoles, les coupures d'eau seront en priorité le week-end, pour que justement ça ne touche pas les écoles en semaine. Alors on n'a pas pu le faire sur toutes les écoles, donc il reste une vingtaine d'écoles qui probablement seront touchées. Et là aussi, pour cette vingtaine d'écoles, nous avons fait en sorte que ce soit des écoles qui ne soient pas en rotation et pour que les jours de coupure n'impactent l'école qu'une demi-journée. Vous savez que quand on est en organisation du temps scolaire, on est sur 8 demi-journées et souvent le mercredi et le vendredi, on n'a école qu'une demi-journée. Et donc dans ces cas-là, eh bien évidemment, on va aussi travailler avec les communes pour décaler les horaires d'ouverture pour faire en sorte que sur cette demi-journée, la coupure d'eau ne touche pas beaucoup l'école. Alors après, évidemment, vous allez me poser la question, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe si on a une coupure d'eau intempestive? Ce qui arrive partout, qui arrive aussi en métropole, il y a des ruptures de canalisation, il y a des problèmes. Bien, là, la procédure est simple. Évidemment, le directeur d'école, le chef d'établissement nous prévient. Tout de suite, on voit avec Vinci la gravité de la coupure. Si c'est une coupure qui va être vite réglée et dans 1 heure ou 2, c'est ce qu'on nous dit souvent. On dit, bon, mais écoutez, faites le nécessaire, attendez que ça revienne. Et puis, si évidemment, au bout d'1 heure ou 2, ça ne revient pas, s'il y a une collation à distribuer, on distribue la collation et on fait en sorte que tous les élèves soient évacués et rentrent chez eux. Donc, on n'aura jamais, comme vous le dites, des enfants pendant 8 heures dans un établissement sans eau, au maximum pendant 2-3 heures, justement parce que on a espéré que l'eau revienne et elle n'est pas revenue, ou on s'est dit, bah, écoutez, pendant ce laps de temps, eh bien, on va gérer autrement. On fera tout, évidemment, tout, pour que les élèves n'aillent pas dans une école où il n'y a pas d'eau. Et c'est ce sur quoi on travaille actuellement très activement. Tout à l'heure, vous avez évoqué la fermeture des écoles dans la commune de Tingoni à cause des événements violents. Je souhaite revenir sur la violence d'une manière générale. Il y a des établissements qui ont beaucoup investi. Et je peux parler de Bandrélé où j'ai vu l'équipe pédagogique aller avec les parents, j'ai vu une équipe de gendarmerie y aller, j'ai vu des caddies, etc. Est-ce que c'est un système que vous suivez? Oui, et là, on était encore en début de semaine avec Céline Moutard de l'ARS et notre conseiller technique établissement et vie scolaire pour relancer notre groupe de travail sur les violences et les violences des jeunes pour apporter des mesures concrètes. Nous travaillons beaucoup avec les organisations de parents d'élèves et de familles, justement pour travailler sur plusieurs pistes. Alors, je ne vais pas vous déflorer, vous dévoyer toutes les pistes sur lesquelles nous travaillons, mais évidemment, il y a tout ce qui concerne le disciplinaire et la violence dans nos établissements, elle est toujours sanctionnée. Moi, je dis toujours, il faut être sur la tolérance zéro. Et ça commence aussi chez nous. Et les jeunes doivent comprendre que la violence est inadmissible. Et ça se passe plutôt bien dans nos établissements. On a des collègues qui viennent de métropole et qui nous disent vraiment les élèves sont plutôt calmes, plutôt respectueux de l'institution quand ils sont dedans. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont dehors? Évidemment, il y a moins d'encadrement. Donc il faut aussi qu'on travaille avec les familles sur la parentalité, qu'on ouvre plus d'écoles des parents, qu'on travaille avec les associations de parents là aussi pour éduquer les parents. Être parent, ça s'apprend. Et s'occuper de ses enfants, c'est aussi un devoir. Donc on doit travailler aussi là-dessus. Et puis le troisième volet sur lequel on va travailler, c'est l'accompagnement de ces jeunes. Le préfet parle beaucoup de lutte contre l'oisiveté. Vous savez qu'aujourd'hui, notre ministère, c'est le ministère de la jeunesse au sens large. Et nous devons nous occuper de ces jeunes pendant le temps scolaire, mais aussi pendant le temps extrascolaire. C'est ce que nous avons fait avec les dispositifs des vacances apprenantes en lien avec les services de la préfecture, de la DJSCS. Et nous devons amplifier ceci pour éviter que des jeunes se trouvent à ne rien faire à certains moments de la journée. Il faut les occuper et au travers d'activités culturelles, sportives, éducatives. Merci Gilles Albou d'avoir été l'invité de la matinale.